Les suspects habituels n'étaient pas qu'un thriller policier ingénieux. C'était une illusion cinématographique qui a bouleversé les attentes du public et redéfini le mystère moderne derrière son esthétique néo-noire. Le plateau bouillonnait de chaos, les acteurs s'affrontaient, les scènes étaient improvisées par désespoir, et la fin, désormais emblématique, a failli ne pas figurer dans le film. Aujourd'hui, nous levons le rideau sur 20 faits étranges touchant les suspects habituels qui révèlent que les combats cachés, les accidents bizarres et les improvisations choquantes qui ont façonné ce chef-d'œuvre. Et attendez d'entendre le fait bonus, un rebondissement presque plus étrange que le film lui-même. Restez sur le qui-vive, c'est parti. D'une part, la scène du défilé de suspects était censée être extrêmement sérieuse. La scène du défilé de suspects semble vraiment chaotique et hilarante, mais ce n'était pas prévu ainsi. Le réalisateur Bryan Singer voulait un moment tendu et dramatique, mais les acteurs, surtout Benicio del Toro, n'arrivaient vraiment pas à s'arrêter de rire sans cesse. Des heures de prise ratées obligèrent le réalisateur à abandonner et à se laisser aller au fou rire. Ironiquement, cet échec est devenu l'une des scènes connues. Ce que le public ignorait, c'était que la formation des acteurs venait d'une vraie frustration, pas de la comédie. Au lieu de resserrer le suspense, le moment devint une soupape de tension pour les acteurs et spectateurs. Ce n'était pas la rigueur qui rendait la scène mémorable. C'était le chaos devenu éclat. Cet accident a scellé le ton inattendu du film où rien ne semble vraiment sous contrôle. 2. La voix murmurée de Benicio del Toro fut une blague. Les propos de del Toro étaient inintelligibles. Marmonner comme escrimeur n'était pas un choix créatif. C'était une plaisanterie allée trop loin. L'acteur a choisi de jouer le rôle comme s'il avait un tic de langage étrange, car il pensait que le dialogue était trop direct. Bryan Singer le détestait. Les producteurs le détestaient aussi. Même ses costards avouaient qu'ils n'y comprenaient pas un mot. Mais Del Toro persista. Quand les essais du public éclatèrent de rire à chaque réplique, Singer réalisa qu'il ne pouvait lutter. Plutôt que de le rabaisser, le réalisateur tira parti de cela. Ce qui a commencé comme une plaisanterie privée est devenu l'une des bizarreries les plus citées du film. Del Toro a ensuite admis que « si tu ne sais pas ce que je dis, moi non plus ». Génie non intentionnel mais légende accidentelle, 3. Kevin Spacey a manipulé son casting. Kevin Spacey n'a pas été choisi pour les suspects habituels. Il en a orchestré le casting. À l'époque, Spacey n'était pas encore une vedette, mais il savait repérer des projets qui pouvaient devenir des succès. Il fit lire le scénario à Singer puis fit pression pour qu'il reste impliqué. Spacey restait secret et insista pour que son nom figure en dernier dans les crédits d'ouverture afin de provoquer le twist. Plus choquant, le public y est allé sans le savoir. Il était sur le point de dominer l'intrigue. Ce n'était pas d'humilité mais de stratégie. En interprétant Coy Spacey, Verbal Kent devient le rôle qui lance sa célébrité. Non seulement un acteur malin, mais un autopromoteur sans pitié qui manipulait la narration à l'écran comme or. 4. Le studio voulait tuer la fin avec ce retournement. La fin révélant Verbal Kent comme Kaiser Soze fut presque effacée. Les cadres pensaient que c'était trop confus et craignaient que le public sorte en colère. Certains ont même poussé pour une révélation de gangster plus directe, plus traditionnelle. Bryan Singer s'est battu bec et ongle, menaçant de quitter le film tout entier s'ils avaient trafiqué la fin. Il croyait que tout le script reposait sur cette révélation et sans elle, le film s'effondrerait. Christopher McQuarrie, le scénariste, le soutenait en affirmant « Pas de rebondissement, pas de film ». Contre toute attente, le chanteur a gagné. Les dirigeants ont cédé et la fin est restée. Aujourd'hui, cette révélation finale est l'une des plus grandes fins à rebondissement du cinéma. Pas sûr, pas conventionnel, mais inoubliable. 5. Il pensait être la vedette jusqu'à ce que le premier choix, Gabriel Burns, signe et croit être l'encre du film. Il incarnait Dean Keaton avec la gravité d'un homme de premier plan, persuadé que le film tournerait autour de lui. Pendant la majeure partie du tournage, il se comportait comme s'il était la figure centrale, visible à l'écran. Mais lorsque le film fut présenté en première, Byrne resta abasourdi. L'histoire avait été restructurée autour de Soze. Le public de Verbal Kent sortit en parlant de Soze, pas de Keaton. Byrne aurait quitté la première,
furieux que son rôle fût éclipsé par cette refonte spectaculaire. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que sa prestation fonctionnait parce que c'était un leurre. Il était censé être le leurre rouge, l'homme que tous soupçonnaient mais que personne ne pouvait prouver. Ce n'était pas une pure trahison, mais un artifice narratif qui avait encore humilié la nuit. Puis Stephen Baldwin a failli être viré. Stephen Baldwin s'est affronté avec Bryan Singer au départ. Il a refusé de lire ses répliques telles qu'elles étaient écrites, improvisant. Plutôt, le chanteur détestait vraiment l'imprévisibilité. À un moment, la tension monta si fort que le chanteur menaça de renvoyer Baldwin sur le champ, mais Baldwin refusa. Il dit que sa prestation rebelle rendait Michael McManus dangereux et imprévisible. Au lieu d'être licencié, Baldwin s'enfonça davantage contre les instincts du chanteur. Son style rebelle apportait une énergie brute à l'équipe et leur chimie. Ironiquement, ceux qui avaient presque coûté son poste finit par faire de lui l'une des présences bleues marquantes du film, non pas l'obéissance mais la défiance. C'était l'arme secrète de Baldwin, transformant un rôle plat en une menace qui crépitait, menace 7. Le film Les Suspects habituels semble poli et complexe, mais la production a été un tournage éclair, tout à fait pénible. Il n'avait qu'un peu plus d'un mois pour tourner l'ensemble du film avec un budget serré de 6 millions de dollars. Cela signifiait travailler de longues journées et faire des économies, en improvisant des solutions lorsque les choses le tournaient en mal. Les scènes étaient souvent tournées hors ordre, les acteurs recevant peu de contexte sur l'endroit où se situait leur personnage. Cela créait un sentiment de confusion et de tension, parfait pour un mystère qui prospère grâce au leurre. Ce que le public n'a pas vu, c'est le chaos qui régnait vraiment sur le plateau. Pas la précision, mais la survie. Tout le film a été assemblé par une vitesse et un instinct bruts. Ce planning serré est devenu l'une des raisons pour lesquelles le film paraît épuré, vif et tendu. Kaiser Soze a été inspiré par de vraies histoires criminelles. La légende de Kaiser Soze ne vient pas de rien, affirme le scénariste. Christopher McQuarrie s'est inspiré de figures du milieu dont il avait entendu parler en tant qu'assistant d'un détective. En particulier, le nom Soze était un jeu de mots fondé sur l'argot turc signifiant « parler trop ». Le mythe d'un criminel si impitoyable qu'il tuerait sa propre famille venait de récits criminels exagérés. Macquarie avait entendu dans des dossiers, ce n'était pas une pure invention, mais un assemblage de demi-vérités et de rumeurs. Voilà pourquoi le personnage paraît si crédible, car il repose sur des fragments de mythologie des gangsters. Ce que le public ignorait, SOS n'est pas une fiction, il est le reflet de ce qu'on chuchote. Des légendes circulent dans les milieux criminels, pas de mal inventé, mais une terreur recyclée. 9. Kevin Pollak pensait que le script était une blague. Le comédien Kevin Pollak, qui jouait Hockney, pensait d'abord que The Usual Suspect était une parodie. En lisant le dialogue, il trouva le noir parodique, avec des répliques de dur à cuire. Pollak l'a presque refusé, convaincu que le film ferait un bide. Mais quand il rencontra Singer et Macquarie, leur vision l'a convaincu du contraire. Même pendant le tournage, Pollak plaisantait en disant que personne n'en achèterait. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que le style noir exagéré du film deviendrait son plus grand atout. Pas une parodie, mais une réinvention. Plus tard, il avoua que ce qu'il pensait être ringard avait fini par devenir l'un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Chaz Parliamentary n'a pas connu la fin jusqu'au dernier jour. Chaz Palmer, qui jouait agent Keja, n'avait aucune idée de la fin du film jusqu'au dernier jour du tournage. Singer et Macquarie lui cachèrent délibérément la vérité pour que sa frustration lors des interrogatoires soit authentique. Paul et Terry s'irritèrent devant se passer pendant leur scène, croyant que l'acteur cachait quelque chose. Cette irritation réelle marque sa prestation et donne à l'interrogatoire une énergie vive. Lorsqu'il vit le film terminé, Paul et Terry furent vraiment abasourdis. Plus tard, il déclara « J'ai été trompé, comme le public. Pas de tromperie scénarisée, mais vécue. » Son ignorance n'était pas un hasard, vraiment. Les cinéastes voulaient regarder le mystère vivant, même pour l'équipe de distribution. Et avant le fameux fait numéro 11, faites donc un like et abonnez-vous, car les rebondissements à venir seront encore plus fous que ce que vous avez vu jusqu'ici. 11. La chute célèbre d'une tasse de café a été improvisée.
Le moment inoubliable où Verbal Kent fait tomber sa tasse, révélant l'identité de Kaiser Sosa, n'était pas méticuleusement scénarisé. Singer voulait un objet physique pour ancrer la révélation, mais le choix de la tasse arriva tard dans la production. Pendant les répétitions, Spacey saisit la tasse et Singer lui dit de la faire tomber à la prise finale. Le bruit n'avait pas été répété. La caméra a capté la surprise sincère de l'équipe. Ce geste est devenu le pouce visuel du tournant, sans effets spéciaux, sans trucage, juste une tasse à café maladroite qui s'écrase au bon moment. La simplicité de ce geste était ce qui le rendait terrible. Le public a retenu son souffle sans réaliser le climax. Cela reposait sur une improvisation née d'instinct. 12. Kevin Spacey s'est trouvé avec du ruban entre les prises pour rendre crédible la paralysie cérébrale de Verbal Kent. Kevin Spacey a dépassé les répétitions habituelles, il s'est sanglé les doigts et ligoté sa jambe entre les prises, le forçant à boiter quand la caméra ne tournait pas. Les membres de l'équipe se souvinrent que Spacey refusait de lâcher le rôle, traînant sur le plateau. Bryan Singer a admis qu'il craignait que Spacey aille trop loin, mais l'acteur a tenu sa méthode tout de même. Le résultat fut une prestation si crédible que le public n'en douta pas jusqu'à la dernière scène. Ce que vous n'avez pas vu, c'était le prix d'un tel travail, des bleus, des douleurs et un gonflement dû à des torsions. Pas une illusion du montage, mais un effort épuisant porté par Spacey. L'affiche a été conçue à l'envers. L'équipe marketing derrière les suspects habituels a failli saboter clairement sa propre tournure. L'affiche originale montrait la distribution avec Kevin Spacey placé au centre, attirant l'attention sur lui. Singer est intervenu, insistant pour que l'affiche soit redessinée avec Gabriel Byrne et Stephen Baldwin en tête. Ainsi, le public les soupçonnerait d'abord, sans hésitation. Le département artistique a accepté à contre-cœur et Spacey a été mis de côté. Ce petit ajustement a vraiment fait une grosse différence. Les spectateurs entrèrent dans les salles en supposant que Byrne ou Baldwin soient un suspect. Non seulement une affiche, mais une mise en scène habile. Le marketing est devenu une partie de la supercherie destinée à détourner les soupçons du vrai coupable avant même que la prise ne soit tournée. 14. La flatulence de Del Toro a retardé le tournage. Le casting a admis l'un des défis étranges au début du tournage. Benicio del Toro perturbait sans cesse les prises par de fortes flatulences. Kevin Pollak a plaisanté lors d'entretiens en disant que le système digestif du CIO avait son rôle dans le film. Pendant la scène d'alignement, Del Toro rompt délibérément la tension par des bruits mal dosés, envoyant toute la distribution dans un fou rire. Des heures de tournage perdues, personne n'arrivait à rester sérieux. Singer le réprimanda, puis s'y laissa aller, en réalisant que ce rire naturel rend la scène authentique. Ce que le public ignorait, c'était qu'une des équipes de braqueurs les plus cool était retenue en otage par les farces obstinées d'un homme. Pas de professionnalisme, mais un chaos juvénile pris pour toujours. Dans le film 15, le scénario a été inspiré par la une d'un magazine. Christopher McQuarrie a admis que les suspects avaient commencé par une phrase vue dans un magazine. Les suspects habituels sont arrêtés. La phrase resta gravée en lui, éveillant l'idée d'un groupe de criminels réunis par les circonstances. Plus tard, Macquarie bâtit tout le scénario autour de ce titre, en y ajoutant des éléments du film noir et du folklore criminel. Ce qui avait commencé comme une phrase jetable dans un article est devenu le fondement d'un scénario oscarisé et non une grande histoire. Juste un seul écrivain qui fixe un gros titre et laisse son imagination dériver doucement en spirale. Cette simplicité rend la complexité du film encore plus vraiment stupéfiante. Un classique culte mondial, né d'un fragment de mots, dans un magazine oublié, 16, le casting a été tenu dans l'ignorance concernant Kaiser Soze. Donc, pendant tout le tournage, le chanteur leur donna délibérément des infos contradictoires, disant à certains que Byrne était le cerveau, à d'autres que Baldwin cachait quelque chose et insinuant Del Toro comme un outsider. Cette tactique a tenu le soupçon devant et hors caméra. La méfiance du casting s'est répandue dans leurs prestations, donnant vraiment à la chimie du groupe un air brut. Plus tard, Kevin Pollak l'a finalement avoué.
Nous regardions tous par-dessus nos épaules. Ce que le public ignorait, c'était que la paranoïa n'était pas du jeu. Elle était réelle. Pas dirigée parfaitement, mais cultivée avec des secrets et des mensonges sur le plateau. Cette manipulation était l'ingrédient secret qui faisait que l'ensemble voyait des suspects parmi eux et nous. 17, le film a remporté 2 Oscars contre toute attente et sans précédent. Quand les suspects habituels furent projetés à Sundance, les critiques se partagèrent. Certains l'ont trouvé trop déroutant, d'autres l'ont rejeté comme gimmick. Personne n'attendait pas qu'il devienne une vedette des prix. Pourtant, aux Oscars de 1996, le film choque Hollywood. Kevin Spacey a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle et Christopher McQuarrie a remporté le prix du meilleur scénario original pour un film indépendant, écrit et produit avec un budget de 6 millions de dollars. C'était une victoire de David contre Goliath. Ce n'était pas un produit de studio poli, mais un outsider résolument déterminé qui a pris l'industrie de court. Son triomphe prouve qu'un récit complexe pouvait réellement gagner le respect au sommet. Ce qui avait commencé comme un pari est devenu l'une des surprises les plus improbables des Oscars, sans précédent. Le mot hongrois a déconcerté tout le monde entièrement. Le nom de Kaiser Sosa a laissé perplexe bien plus que le public. Cela a aussi déconcerté les acteurs. Sosa vient d'un terme turc signifiant parler trop, mais Singer a dit au casting que c'était hongrois pour paraître exotique sur le plateau. Personne ne pouvait s'accorder sur la prononciation. Certains disaient Sosa, d'autres Sosé, le chanteur, refusa d'éclairer, laissant les interprétations s'enfoncer dans les performances. C'est pourquoi différents personnages le prononcent bien différemment dans le film. Ce n'est pas un tournage bâclé, mais une désorientation intentionnelle. Cela rendait la figure mythique encore plus insaisissable, comme si personne ne savait vraiment qui il était. La confusion n'était pas une erreur. Cela faisait partie de la mystique. SOA existait dans des chuchotements et même son nom était un tour. 19 Bryan Singer, le montage final était presque perdu. Le studio ne faisait pas confiance à Singer pour le montage. Après avoir vu le montage brut, les chefs ont voulu changer le film afin d'en faire un drame policier net, craignant que la structure non linéaire brouille bien le public. Le chanteur s'est battu pour préserver sa vision, allant jusqu'à menacer de retirer son nom du projet. Son allié était l'éditeur John Ottman, aussi compositeur du film. Ensemble, ils ont façonné le film en l'énigme que nous connaissons aujourd'hui. Pas de compromis, mais de défi. Sans obstination, l'élément le plus audacieux du film, la manipulation de la perspective, aurait été éventé. Ce que le public ne réalisait pas, c'est que les suspects habituels ont à peine survécu dans la salle de montage et leur identité tenait à un fil. 20, la fin fut gardée secrète même pour l'équipe. Le réalisateur Singer prit des mesures extrêmes pour protéger la fin. Peu de personnes savaient que Verbal Kent était Kaiser Soze jusqu'au tournage final. Même les membres de l'équipe furent induits en erreur par de fausses feuilles d'appel et des scripts. Certains opérateurs caméra ont filmé des scènes sans percevoir l'importance. Lorsque la vérité fut révélée, l'équipe éclata de stupeur comme le public plus tard. Ce secret suscita une méfiance sincère qui s'est traduite au montage. Pas de surprise, mais une vraie révélation authentique capturée derrière l'objectif. Le secret n'était pas qu'un leurre, c'était la stratégie de survie de la production. Si le rebondissement avait fuité, l'impact du film se serait totalement évaporé. Au lieu de cela, il a explosé en salle comme une bombe de cinéma. Bonus, le rebondissement de Kaiser Soze s'inspira vraiment d'une astuce policière. La fin n'était pas pure fiction. Christopher McQuarrie a basé le final de cas sur une tactique d'interrogatoire apprise en travaillant avec un détective. La police confronte parfois les suspects à des détails tirés de la pièce, affiches, tasses, fouillis du bureau, et les intègre dans un récit fabriqué pour les briser. McQuarrie a tourné cela en coup de maître verbal, bâtissant tout un mensonge à partir du mur du bureau du détective. Non pas une invention, mais une réinvention d'un outil de manipulation réel. C'est pourquoi la fin semble choquante et étrangement crédible, ancrée dans la réalité. La plus grande arnaque du cinéma n'a pas seulement trompé l'agent Kagia, elle nous a aussi dupés en utilisant une astuce réelle déguisée en fiction. Les suspects habituels n'étaient non pas qu'un autre thriller, c'était un pari.
Né du chaos, de l'entêtement et d'accidents qui ont fusionné en génie, des blagues sur les paix et les guerres de studio, des membres liés par du ruban adhésif, improvisation autour d'une tasse de café, le film prospérait dans l'imprévisibilité. Ce que le public n'a pas vu, le film lui-même était autant une arnaque que son histoire. Si vous aimez ces révélations, abonnez-vous pour plus de secrets des coulisses. Souvenez-vous, le grand tour fut de convaincre le monde. Ce n'était qu'un mystère quand vraiment c'était un miracle d'accident et d'un vrai défi.